À la une de cette édition de l'actualité, évaluation à mi-parcours des mesures sociales prises par le président du Faso pour atténuer les effets du Covid-19. L'exercice réunit les ministres concernés autour du chef du gouvernement. Nous irons à la primature pour les détails de ce conseil de cabinet dès le début de ce journal. La coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, qui ne tient pas particulièrement à l'organisation des élections à bonne date au Burkina Faso, une position défendue par les responsables de l'UNDD, le Faso autrement et le RSR qui mettent en priorité la réconciliation nationale. Herman Yamego, Ablasse Ouedraogo et Emile Kaboré se sont longuement entretenus avec les journalistes ce matin, des explications détaillées que nous aurons dans quelques instants. Et puis la vie nocturne qui reprend son cours normal à Ouagadougou après la levée du couvre-feu. Une folle ambiance par endroits dans les rues et dans différents lieux de détente. Nous avons fait le constat de cette première nuit de liberté retrouvée dans ce journal. Et puis la Cour d'appel de Paris qui confirme la validité du mandat émis à l'encontre de Félicien Kabouga. C'est le feu vert qui est donné pour son transfert devant le MTPI, le mécanisme qui succède au tribunal pénal international de la Haye. Une actualité à suivre en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Lorsqu'en mars dernier, le président du Faso annonçait des mesures pour atténuer les effets de la pandémie de la maladie à coronavirus, Rochmar Christian Kaboré précisait que ces mesures sociales feraient l'objet d'une évaluation périodique pour s'assurer de leur effectivité. Un conseil de cabinet se tient alors autour du Premier ministre pour cet exercice. Cap donc sur la primature pour les détails de cette évaluation à mi-parcours avec Walene Bié et Ruth Biniwatara. Amortir le choc des mesures restrictives liées au Covid-19, c'est le but de l'ensemble des dispositions prises par le chef de l'État le 2 avril dernier. 2 mois après la mise en œuvre, l'heure est au bilan à mi-parcours pour les départements ministériels concernés, supervisés par le Premier ministre. Dans l'ensemble, l'on note des avancées non négligeables. Au niveau des femmes, nous avons déjà disponibilisé un montant de 6 milliards pour répondre aux besoins des personnes vulnérables. Nous avons également regardé au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a des propositions concrètes qui ont été faites par le comité scientifique pour l'utilisation des 15 milliards. Au niveau des entreprises en difficulté, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Mines a préparé un dossier conséquent qui devrait nous permettre de faire en sorte que nous puissions disponibiliser les ressources et accompagner les entreprises qui ont connu des difficultés. Pour accompagner les agriculteurs et en ce début de campagne agricole, 10 milliards sont déjà débloqués sur les 30 promis. Le gouvernement entend poursuivre sa dynamique avec une meilleure coordination des actions de travail avec ses partenaires et une finalisation de la loi de finances. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur l'élaboration du plan intégré global qui a été souhaité par les partenaires pour voir dans quelle direction nous allons pour qu'ils puissent nous accompagner de façon conséquente. Le ministère chargé de l'économie et des finances travaille à finaliser la loi de finances rectificative qui doit intégrer tous les éléments dont nous venons de parler de manière à ce que nous ayons une loi de finances cohérente. Ces mesures, faut-il le rappeler, s'évaluent à 394 milliards et touchent aussi bien le social, l'économique que le sanitaire. Avec un taux d'exécution de plus de 40% pour un délai consommé de plus de 20%, le chantier de construction et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Ouagadougou se déroule bien. Dans l'ensemble, en tout cas, en visite sur le site hier dans l'après-midi, le Premier ministre a pu également échanger avec les responsables du chantier sur place sur les travaux, sur plusieurs aspects de cette infrastructure. Une sortie qui s'achève sur une note de satisfaction, comme nous le disent Urbain Benito Somé et Olopoda. Le chef du gouvernement burkinabé s'imprègne de l'évolution des travaux de construction de la voie de contournement de la ville de Ouagadougou. Ici, les choses bougent à l'image du chantier du contournement sud dont les travaux ont permis une ouverture de la voie de Koubri à Pabré en passant par Gampela. Mieux, le démarrage du bitume est constaté par endroits. En seulement 8 mois de manœuvre, l'entreprise comptabilise 41% du volume des travaux.
Une performance réalisée malgré certaines contraintes. Il y a 12 ans de cela que les bureaux d'études ont fait l'étude de cette route. Pendant donc la phase exécutoire, nous avons rencontré une occupation anarchique de l'emprise. Non seulement par des riverains, mais aussi par des cimetières. Donc cette occupation anarchique qui entraîne bien sûr des coûts qui n'étaient pas prévus pendant la phase d'étude. Alors au-delà de ça, il y a une insuffisance technique même de l'étude qui laisse entrevoir des sous-estimations de quantités dans certains corps d'État comme les pérés, comme les bordures et pas mal de choses. Étant donné que le projet est un préfinancement pur et simple du groupe EBOMAF, nous jugulons cette difficulté en préfinançant aussi, espérant que l'État va prendre en charge donc l'argent que nous déboursons pour payer à la place de l'État. Les travaux de cette voie s'exécutent dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le Premier ministre qui est venu s'assurer du respect de la convention entre le gouvernement et l'entreprise rassure que des réponses seront apportées aux préoccupations soulignées. Il y a des difficultés avec les personnes impactées par l'emprise du projet. Il est important que nous réfléchissions au niveau du gouvernement pour voir quelles sont les réponses que nous pouvons apporter pour éviter que ces difficultés-là ne fassent en sorte que l'entreprise ne puisse pas aller au bout du travail dans les délais requis. Et je vais donner des instructions au ministre chargé des infrastructures pour qu'il réfléchisse sur cette question, qu'il voie avec le ministre des Finances quelles sont les dispositions qui peuvent être prises pour dédommager ceux qui sont encore sur l'emprise de ce projet et permettre ainsi à l'entreprise de pouvoir avancer. Offrir aux populations une infrastructure de qualité, carrossable dans moins de 30 mois, le chef du gouvernement est confiant. Il exhorte par ailleurs les entreprises intervenant sur le sol burkinabé à tout mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité des employés, question d'éviter des incidents malheureux sur les chantiers au Burkina Faso. En politique, 3 partis de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale face à la presse ce matin pour donner leur position sur les questions politiques majeures du moment. L'UNDD, le Faso autrement et le RSR mettent en priorité la réconciliation nationale avant d'aller aux élections. Les responsables de ces partis s'expliquent longuement devant la presse. Les détails avec Césaire Carfo et Fousseni Kindo. Dans leur déclaration liminaire, les animateurs de la conférence de presse ont dressé un réquisitoire de la situation nationale marquée par 2 guerres. Guerre contre le terrorisme et l'insécurité et guerre contre le Covid-19. Les 3 animateurs jugent que l'essentiel pour le Burkina Faso aujourd'hui n'est pas l'organisation d'élections. Pour eux, il faut d'abord résoudre la question nationale. Je n'ai jamais vu un pays qui fait face à des morts au quotidien. Des morts dans tous les points, au jour le jour, des déplacés, des enfants déscolarisés, des guerres intercommunautaires. Je n'ai jamais vu un tel contexte, marqué en plus par une guerre sanitaire, par une pandémie. Et on est là, à n'accorder que la priorité à des élections. C'est insultant pour le peuple qu'on dit représenter. C'est insultant pour le peuple pour qui on dit se battre pour assurer sa sécurité, pour assurer son bien-être. Et nous disons qu'il faut faire une pause pour essayer de régler tous ces problèmes. Pour les 3 membres de la CODER, il faut une distinction entre le monde national et le monde politique. Et pour eux, il faut favoriser les intérêts du monde national en insistant sur la question de la réconciliation et le dialogue. Avant de penser à toute chose, y compris les élections, créons les conditions d'unité nationale. Créons des conditions d'avoir une nation forte. Donc la réponse là, ceux qui sont au pouvoir là, ils savent. On ne parle pas de la réconciliation nationale là seulement hier. On a commencé à parler de ça depuis des années. Avec cette sortie, les 3 membres de la CODER tiennent à clarifier leur démarcation de l'opposition non affiliée.
Ils revendiquent leur indépendance vis-à-vis de tout regroupement de partis politiques d'opposition au Burkina Faso. Et dans ce contexte sécuritaire difficile pour le Burkina Faso, les ressortissants du SOUM jouent la carte de la mobilisation pour soutenir les populations de la province qui manquent de tout, selon le groupe d'action pour le SOUM constitué à cet effet, une mobilisation qui permet de mener des actions humanitaires, en l'occurrence des convois donc de vivres et de produits de première nécessité. Le groupe fait le point complet aux journalistes en présence de Sanoua Christine Koulibaly. Plus de 47 millions de francs CFA, c'est la cagnotte mobilisée par le groupe d'action pour le SOUM. Initiative lancée en avril dernier, au moment où la province et ses 9 communes subissaient de plein fouet les effets du blocus imposé par les groupes armés. Et ces ressources ont permis d'organiser 2 convois humanitaires. Les fonds collectés ont permis d'acheter des vivres et autres produits de première nécessité répartis aux 9 communes de la province. Ce voyage aux allures d'une opération à haut risque a pu s'effectuer sans heurts grâce à une forte mobilisation des militaires qui ont mené l'escorte depuis Ouagadougou jusqu'à destination. Ce voyage a constitué un véritable couloir d'accès puisqu'il a permis de transporter 18 agents de la santé ainsi que la dotation en médicaments de la province du SOUM bloquée à Ouagadougou pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, une dizaine de camions stationnés pendant des jours à Namsigia, moins de 40 km de Djibo, ont profité du dispositif sécuritaire du GAS pour rejoindre enfin Djibo. Au retour de l'escorte, une vingtaine de camions se sont joints à notre convoi pour quitter Djibo. Quant au second convoi, il a quitté Ouagadougou ce mercredi. Mais le GAS n'entend pas se limiter à ses actions humanitaires. Après la première action humanitaire, le GAS envisage de rééditer l'opération. Formaliser le GAS et créer une synergie d'action avec toutes les associations travaillant pour l'intérêt de la province. Initier des actions de cohésion sociale. Faciliter la collaboration entre les FDS et la population. Contribuer à la réinsertion socio-économique des déplacés. Travailler au développement économique et social de la province. Le groupe d'action pour le SOUM a vu le jour le 20 avril dernier avec comme objectif d'agir aux côtés de l'État pour un retour rapide de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale au Burkina Faso en général et dans la province du SOUM en particulier. Et les femmes qui constituent plus de la moitié des déplacés internes occasionnés par cette crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso, selon une étude de l'ONG Oxfam, une étude dont le but est de comprendre la situation et d'identifier les besoins en vue d'interpeller les décideurs. Vous entendrez une femme déplacée interne venue témoigner de vive voix sur la situation de la femme en temps de crise, et cela à la restitution de cette étude en présence de Issa Kafando et Maïmouna Traoré. Avec ma famille, nous avons marché pendant 3 jours pour rejoindre Kaya. Mais la vie est très difficile sur le site d'accueil. Problème d'accès à l'eau potable, manque de vivres, d'abris, de bois de chauffe et des violences de toutes sortes. Je suis obligé de faire de petits travaux dans les ménages et au marché pour subvenir aux besoins de ma famille. Mais avec la maladie à coronavirus, la situation s'est compliquée. Ces conditions de vie sont aussi celles de milliers de femmes déplacées internes au Burkina Faso, notamment à Kaya, Barsalgo, Djibo, Piscila, Wayouya et Dori. Il y a quand même des atteintes au niveau du traumatisme psychologique. Il y a toute la situation donc, de la déscolarisation. Et donc il faut, donc c'est des besoins donc, en termes d'accès aux services sociaux de base, santé et éducation. Donc bref, il y a un ensemble donc, d'efforts qui sont déjà en cours par le gouvernement et par les acteurs humanitaires, mais elles estiment qu'on peut davantage faire et surtout la sécurisation parce qu'elles sont quand même victimes. À travers l'étude intitulée « Les femmes dans la crise au Burkina Faso, survivantes et héroïnes »,
Oxfam entend susciter une réponse humanitaire de qualité en adéquation avec les besoins spécifiques de cette frange de la population. Je voudrais déjà, au nom du gouvernement, rassurer ces personnes et dire que nous serons à leur côté afin qu'elles trouvent la quiétude et la paix au Burkina Faso. L'étude met également en relief la place prépondérante de la femme dans les processus de consolidation et de construction de la paix. Cette rencontre marque le lancement du rapport de l'étude et les participants sont invités à formuler des recommandations pour la diffusion du rapport et pour des actions fortes à envisager à la lumière des conclusions de l'étude. Comme un vent de liberté qui souffle depuis hier au Faso, les Ouagalais, plutôt contents de renouer avec la vie nocturne qui leur a manqué, ont envahi les rues et les espaces de distraction dans la capitale burkinabé. Entre les tenanciers des débits de boissons et les clients, l'on ne sait plus qui savoure le plus cette liberté retrouvée. Adama Guiti et Vincent Kendrebego sillonnent quelques artères de la ville pour nous faire vivre l'ambiance de Ouaga by Night après couvre-feu. Ouagadougou by Night après la levée du couvre-feu. Certains Ouagalais ont pris le maquis et pourront y rester jusqu'à tard dans la nuit. Aujourd'hui, c'est un soulagement que vraiment on peut vraiment remercier le gouvernement à cette lèvement de couvre-feu. Vraiment, on est vraiment content. Donc on sait que ce soir-là, on va entrer en tout cas à 21h. On va faire les soirées jusqu'à matin bonheur. Nous, c'est environ les 2h du matin, 1h du matin qu'on peut rentrer. Donc, comme le couvre-feu est à 21h, c'est l'heure de sortir de nos clients qu'on nous dit de rentrer. Vendeuses de fruits, vendeurs ambulants ou de grillades, le business nocturne a repris de plus belle. Le couvre-feu, vraiment, ça gagne beaucoup de choses. C'est vrai, ça coûte mal, c'est vrai, mais dans 2 jours, ça gagne beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit pour nourrir les familles. Et présentement, ça ne va pas. Mais Dieu merci, ils ont sciencé, ils ont enlevé, et afin qu'ils vont gourir un peu, ils vont gagner un peu pour nourrir les petites familles, c'est très important. Quand il y avait le couvre-feu, en fait, nous, on était vraiment stressés. Ça nous causait un peu de problème parce que on peut travailler et puis descendre à 21h. On n'est pas habitué à se coucher à 21h comme ça. Certains y mettent un peu de la philosophie. Oublier le passé avec des amis ou en vidant un verre. Beaucoup n'ont pas pris conscience que les maquis jouent un rôle social dans cette histoire. Voilà. Et la levée du couvre-feu nous a permis de nous égayer, de nous rencontrer, de nous revoir entre amis et tout. Donc on comprend les mesures du gouvernement, mais ça aussi c'est très important pour nous permettre d'oublier beaucoup de choses. Vraiment, on remercie Dieu. Ce que nous on souhaite aussi, on veut passer ces cas-là revient au Burkina Faso encore. On veut que ce qui a passé là, et ça n'a qu'à arrêter comme ça. Mais ce n'est pas encore la fin du coronavirus au Burkina Faso et les mesures barrières sont toujours d'actualité. Il ne faut pas qu'on oublie les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la maladie. Et donc, à toujours respecter les consignes, voilà, que ce soit là où ils sont, ils n'ont qu'à toujours porter les cache-nez, laver les mains. Parce que c'est vrai qu'ils ont levé le couvre-feu, mais aussi il ne faut pas oublier. Maintenant, on lave main, voilà, et puis bon, on utilise aussi des verres jetables. Et encore aussi, bon, on se protège aussi. Dans les rues, on est plus pressé de rentrer. Et jusqu'à tard dans la nuit, le vrombrissement des moteurs se mêle à la musique des maquis. Fini le couvre-feu. Oui, la maladie à coronavirus est toujours d'actualité et l'on est encore à chercher les moyens de la vaincre définitivement. En attendant, voici une application mobile qui pourra permettre la détection et la prise en charge des cas suspects de Covid-19 dans les centres de santé que sont les CSPS. Suivant la présentation de cette technologie au service de la santé proposée par l'ONG Terre des Hommes avec Oumou Sissé. Une nouvelle application dans le système mHealth Covid-19. Il s'agit du Corona Triage, une application au profit des centres de santé périphériques. Elle permet aux agents de santé de collecter des données sur les patients suspects de Covid-19 et de les envoyer à l'équipe centrale. L'application Corona Triage est une réponse apportée par l'ONG Terre des Hommes dans la lutte contre la pandémie.
Nous avons proposé au ministère de la Santé de les accompagner dans le développement de cet outil qui va permettre une meilleure détection des cas au niveau périphérique. Au niveau cellulaire, c'est dans les centres où il y a moins de capacité diagnostique et où il y a aussi des compétences qui ne sont pas, ils n'ont pas toutes les compétences pour pouvoir le faire. Une application qui sera disponible pour le moment dans 35 districts sanitaires de 6 régions. Les autres régions qui ne pourront pas bénéficier, c'est dû essentiellement au fait que dans ces régions, nous n'avons pas encore déployé le régime électronique de consultation. Ça signifie que ces formations sanitaires ne disposent pas encore de tablettes pour la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. Ce qui fait qu'on va d'abord déployer ça prioritairement dans les régions où les tablettes sont disponibles et essentiellement permettre en tout cas de détecter les cas de corona dans ces régions les plus reculées. Les données collectées par les agents de santé seront envoyées par SMS au Chorus. Et pas besoin de connexion Internet pour avoir un tableau de bord de suivi des cas réels de Covid-19. Et les journalistes à l'école de la communication sur les risques et l'engagement communautaire dans le contexte de la crise du Covid-19. La formation est initiée par le ministère de la Santé en partenariat avec Breakthrough Action. Nous en savons davantage sur le contenu de la formation avec Daouda Ouattara et Ismaël Diloma Sirima. L'évolution du Covid au Burkina Faso et le bilan de la mise en œuvre du plan de riposte présenté aux journalistes. Cette présentation a permis d'ouvrir des échanges sur les mesures de prévention et sur la communication sur les risques dans un contexte de Covid. L'objectif poursuivi à travers ces exercices est de s'appuyer sur la presse pour provoquer des engagements communautaires face au Covid. L'engagement communautaire demande à ce que toute la population, à quelque niveau qu'elle soit, donc, puisse participer, être impliquée et s'engager dans la lutte contre la Covid-19 au niveau du Burkina. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que partager avec les journalistes des informations que nous savons sur la Covid, mais également montrer effectivement toutes les actions et montrer la pertinence aussi des activités, des stratégies qui sont proposées. Parmi les stratégies, le Burkina Faso a adopté celle de la suppression. C'est un ensemble de mesures qui peut combiner quarantaine, couvre-feu et interdiction de rassemblement pour contenir au plus vite le coronavirus. Et dans un tel contexte, les journalistes invitent le ministère de la Santé à plus d'ouverture pour leur permettre d'accéder aux spécialistes afin de donner les informations justes. Il est vraiment très important de travailler à ce que les bonnes informations soient diffusées au niveau de la population et aussi au-delà de ça qu'on puisse avoir un système où tout le monde s'engage à lutter efficacement contre la maladie. Cette formation sur la communication en période de Covid est une initiative du ministère de la Santé et de Breakthrough Africa. À Fadan Gourmand, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, section Gourmand, interpelle le gouvernement sur plusieurs préoccupations, dont celle liée à la gestion de la maladie à coronavirus. Le point de presse animé ce matin est suivi pour nous par Désiré Ilboudo et Aruna Mari. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, SYNICHA, section Gourmand, s'indigne des conditions de travail au CHR de Fadan Gourmand. Abandon de chantier, problèmes récurrents de délestage et groupes électrogènes aux capacités limitées. Les bâtiments sont vétustes et exigus. À telle enseigne qu'en maternité, les parturientes sont parfois couchées dans le couloir et à même le sol. Cet état de fait a amené le ministère à entreprendre des travaux de réfection et d'extension. Mais il faut noter qu'à ce jour, les ouvriers ont abandonné les travaux depuis environ 6 mois. Cette situation vient dégrader davantage les conditions de travail des agents du CHR, puisqu'à certains endroits, on a enlevé le câblage du système d'électrification et les acteurs se retrouvent dans le noir et dans une chaleur inimaginable. Autre grief relevé par le SYNICHA, la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière à la tête du client. La gestion du Covid-19 est aussi décriée par le syndicat qui exige son implication dans la prise de décision qui impacte les travailleurs. Notre organisation s'indigne de la gestion très opaque de la pandémie de la Covid-19 par la direction régionale de la santé de l'Est. Notre syndicat n'a pas été impliqué ni dans la mise en place des comités,
ni dans l'élaboration du plan de riposte au niveau régional. Autre point abordé, les décorations de 2019. Le syndicat se dit révolté par le retrait de la liste des récipiendaires de 2 de ses membres qui se sont même acquittés du paiement des frais de leur médaille. Le syndicat dit attendre la réaction de l'autorité avant d'envisager de recourir aux moyens habituels de lutte propres au syndicalisme révolutionnaire dont se réclame le syndicat. Et au titre de l'élan de solidarité nationale pour combattre le Covid-19, l'on enregistre le don de l'entreprise Care International. 10 000 masques d'une valeur de 4 000 euros, donc des masques chirurgicaux destinés prioritairement aux agents de santé. Témoin du don ce 3 juin à Ouagadougou, Paul-David Bambara, Sanou à Christine Koulibaly. Présente au Burkina Faso depuis 2017, Care International ne voulait pas rater l'occasion de démontrer sa responsabilité sociale et témoigner sa solidarité avec les Burkinabés. L'entreprise contribue à l'effort de guerre contre le Covid-19 avec 10 000 masques chirurgicaux. Nous sommes au Burkina en tant qu'entreprise, mais nous sommes aussi une entreprise citoyenne et responsable. Et nous nous devions de répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de participer comme nous pouvions donc, dans cette lutte. Et dans ce contexte de crise sanitaire où le masque chirurgical est devenu un produit recherché, ce geste a toute son importance. Ce geste va contribuer à, j'allais dire, résorber le déficit de masques qu'il y a par endroit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Care International intervient au Burkina Faso dans le secteur des énergies renouvelables avec la construction de 2 centrales photovoltaïques dans les régions du centre-est et de la boucle de Mouhoun. Des variétés de semences améliorées pour booster la production agricole, l'Institut national de l'environnement et la recherche agricole en fait son cheval de bataille. Et à la veille de la campagne agricole, l'INERA offre l'opportunité de découvrir de nouvelles variétés à la 11e fois aux semences de variétés améliorées de plantes à Ouagadougou. Une exposition vente donc qui se tient du 4 au 7 juin prochain. L'ouverture de la foire est suivie pour nous par Ali Doubadini et Ernest Kambiri. Wari, Espoir, Bondofa, Amélie, Kent ou encore Massongo. Une diversité de semences de variétés améliorées de plantes qui s'exposent. Nous sommes à la 11e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes organisée par l'INERA, l'Institut national de l'environnement et de recherche agricole. Nous avons des variétés de cycle moyen entre 110 et 110 jours et des variétés de cycle court de 90 à 105 jours. Cette foire, si elle n'existait pas, il fallait la créer parce que ça permet d'une certaine manière de rapprocher un peu les producteurs des centres de recherche. Ça nous permet également de développer une certaine coopération, des échanges. Cette foire est une occasion quand même pour les producteurs sémenciers de divers horizons de se rencontrer pour pouvoir s'approvisionner en semences, mais également de voir les semences qui sont exposées. Ici donc au siège de l'INERA Gungain, l'objectif est affiché. Valoriser, faire connaître et surtout inciter les producteurs à utiliser davantage les semences de base mises au point par la recherche burkinabé. Une diversité, plus de 340 variétés de semences selon les derniers chiffres de l'Institut. Vous allez trouver à cette fois les anciennes variétés, mais également les nouvelles variétés qui viennent d'être homologuées et qui sont, pour certaines nouvelles variétés homologuées, plus performantes que les variétés qui existaient. Pour nous, c'est des occasions de pouvoir vraiment traduire toute notre admiration, mais également dire que nous avons besoin de ces semences de base performantes parce que nous voyons ici qu'il y a des variétés de, par exemple, le riz qui est de 6 tonnes 500. À ce rendez-vous de 2020, le contexte de crise sécuritaire et sanitaire rappelle, si besoin en était, la nécessité de produire davantage en utilisant des semences de qualité et selon des modes de production adaptés et recommandés pour assurer une sécurité alimentaire à tous. Un défi du moment et les acteurs de la recherche burkinabé sont interpellés à produire plus de semences de pré-base et de base de qualité et en quantité. On a vu à travers donc cette foire-là comment, en fonction des régions, vous avez des semences qui sont donc les plus grisées, mais qui sont aussi les plus productives
en tenant compte donc de leur situation climatique. Dans tous les cas, c'est connu. La semence de variété améliorée contribue pour 40% à la productivité agricole. Reste donc aux différents maillons de la chaîne de mettre tout en œuvre pour s'approprier les semences de variété améliorées dont le taux d'utilisation tourne aujourd'hui autour de 20% au plan national. Un mot de l'actualité étrangère pour refermer ce journal, poursuivi pour son rôle présumé de financier du génocide au Rwanda. La Cour d'appel de Paris vient de donner son feu vert pour le transfert de Félicien Kabuga devant le tribunal pénal international de La Haye pour un éventuel procès qui s'annonce long. La Cour d'appel de Paris donne son feu vert à l'extradition de Félicien Kabuga à la justice internationale. Félicien Kabuga, ici à l'image, est accusé d'être le financier du génocide au Rwanda. Il aurait notamment contribué à créer les milices Hutus, auxquelles il aurait fourni des milliers de machettes. Kabuga, qui nie les accusations portées contre lui, a été arrêté le mois dernier en banlieue parisienne après 25 ans de cavale. Ses avocats ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation. Ils demandent que leurs clients soient jugés en France et non pas en Tanzanie où siège le tribunal de l'ONU qui doit le juger pour génocide et crimes contre l'humanité. Les massacres commis au Rwanda en 1994 ont fait près de 800 000 morts, essentiellement issus de la minorité Tutsi. Et puis l'émission Controverse, c'est tout à l'heure à partir de 21h. Simon Gongo est déjà sur place de l'autre côté au studio production. Bonsoir Simon. Marguerite Douaneau, bonsoir, bonsoir à tous. Controverse aura bel et bien lieu tout à l'heure. Oui, ce soir donc, nous parlons de la distribution des intrants agricoles. Et vous le savez, cette saison, le système repose essentiellement sur le système donc, de téléphonie mobile. Le bénéficiaire est sélectionné à partir des données du recensement général de la population de l'INSD. Et ensuite, il est contacté via un message téléphonique et invité à payer ses intrants donc à travers le mobile money. Une solution inadaptée aux réalités rurales reproche les producteurs qui invoquent la disponibilité du réseau ou encore le nombre élevé de producteurs non lettrés. Et certains ont d'ailleurs manifesté dans le centre-ouest pour se faire entendre. Alors, Marguerite Douaneau, ce soir donc, nous avons un face-à-face ici en plateau entre l'administration et les producteurs. Et tout cela, c'est tout à l'heure à partir de 21h. Tout à l'heure à partir de 21h, soyez donc au rendez-vous et puis vous pourrez intervenir par téléphone, n'est-ce pas Simon? Possible donc de nous contacter au téléphone en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire 1 heure après le débat en plateau. Et ça sera au 25 40 79 03. À tout à l'heure. Et nous allons nous quitter sur ces mots. Donc, et Amandine Lalsaga qui vous donne rendez-vous à 23h pour la synthèse des actualités. Donc, n'oubliez pas, à partir de 21h, c'est Controverse en direct avec Simon Gongo. Bonne soirée à vous.